Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, même si le rush de la rentrée est passé, on en profite souvent pour se poser des questions sur les contrats qu'on a en place au sein de notre société. Et l'objet aujourd'hui de ce webinaire, c'est justement de se poser ce genre de questions sur les différents types de contrats, ceux qui vont le mieux correspondre à nos sociétés. Et aujourd'hui, nous avons Raibou avec nous pour répondre à cette question. Alors, dans un premier temps, on va laisser se présenter les intervenants. Donc, j'en ai déjà un peu parlé. Nous avons Pierre et Ban côté Raibou, donc je vous laisse vous présenter. Ah. Bon, Pierre Ménage, responsable du revenu management et des achats chez Raibou, donc responsable de tout le contenu finalement qui est vendu à travers la plateforme. Bonjour, Ban Remras, responsable commercial pour la France. Et nous avons également côté Odyssée, nous avons Amélie. Donc Amélie Berwex, je suis en charge de la filiale Axis Odyssée qui est spécialisée dans tous les projets d'optimisation du process Travel and Expense au sein des grandes entreprises. Et donc moi-même qui vais, en tant que consultant côté Axis, qui va présenter ce webinaire. Alors, l'objet du webinaire, pour le coup, on le connaît, donc c'est déterminer les trois types de contrats que nous allons voir. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons voir, avant une définition de ces trois types de contrats, quels sont les trois types de contrats que l'on a aujourd'hui sur le marché. Dans un second temps, je vais, avec l'équipe en place, vous éclairer sur à qui correspond quel contrat, et on va se poser un peu des questions sur comment contractualiser au mieux. C'est ce qu'on est à tout le monde. On veut se lancer. Et pour débuter, justement, Amélie, tu vas nous présenter les trois types de contrats que l'on a en place. Alors, on a donc effectivement trois types de contrats, enfin de contractualisation possibles. La première, c'est ce qu'on appelle des contrats directs. Là, l'entreprise, en fait, elle va définir elle-même son écosystème et elle va choisir les différents prestataires de son process Travel and Expense de façon individuelle et contractualiser avec chacun d'eux. Donc, il va y avoir un contrat pour l'agence de voyage, un contrat pour les moyens de paiement, un contrat pour l'outil Travel et ou Expense, mais elle va optimiser chaque relation avec le prestataire de façon individuelle et donc être maître du suivi de l'ensemble des contrats. Il s'agit donc là du contrat direct. Contrat direct, voilà, c'est un des cas de figure. Et je crois que vous avez quelques statistiques côté Raidou sur le pourcentage de contrats directs qui, par rapport au type de contrats globaux. La proportion au niveau mondial est de 17% pour les contrats directs. D'accord. On pourra voir juste après, du coup, dans quel cadre on rencontre plus facilement ces 17%. Exactement. Deuxième type de contrat, là c'est ce qu'on a appelé le GRA, donc General Reseller Agreement, où là, l'entreprise finalement, elle contractualise surtout avec son agence de voyage, qui elle va lui proposer des services, donc la compte management, voilà, le fait d'émettre les billets, enfin tout autre service proposé par l'agence, du reporting, et dedans, il y a l'outil qui est inclus. Donc finalement, là, la partie outil est juste un des services proposés par l'agence, et c'est pour ça que du coup, il y a un contrat unique avec l'agence qui du coup va porter également l'outil. Par contre, cet outil, dans la majorité des cas, est bien porté par un éditeur qui est séparé d'un point de vue juridique, etc., de l'agence de voyage, le cas le plus fréquent. Ce qui fait qu'il y a une relation tripartite en chaîne. Par contre, à noter que l'entreprise va quand même garder la main sur les autres contrats potentiels, typiquement les moyens de paiement. Les moyens de paiement aujourd'hui ne sont pas proposés directement par l'agence de voyage dans un package en reseller. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure, voilà, le plus classique qu'on peut rencontrer. Très bien. Alors aujourd'hui, nous avons également un troisième type de contrat, donc c'est le One Stop Shop, l'OSS pour moi, pour être plus synthétique. Et donc, ce troisième contrat, Amélie, toujours, quelle est la définition de ce troisième type de contrat? Alors là, on se retrouve pour le coup à non plus avoir un contrat avec l'agence qui elle-même porte l'outil, plus des contrats avec les moyens de paiement, l'outil expense, etc. Là, on est face à des entreprises qui disent « moi, j'ai un process, peu importe comment c'est derrière, je veux un point d'entrée contractuel ». Donc, du coup, le nouveau modèle qui émerge est le fait de contractualiser avec ce qui est le plus en front pour l'entreprise, donc en l'occurrence l'outil, qui va s'assurer derrière de mettre en place tous les sous-traitants et autres partenaires pour assurer que le process est fluide et avoir un seul point d'entrée pour les achats, le travel management, etc. D'accord. Donc,
aujourd'hui, on a la définition des 3 contrats. L'idée aujourd'hui, ce sera aussi de définir vers qui vers qui on va orienter ces différents contrats, à qui vont s'adresser ces contrats. Donc le premier, on l'a vu, c'est le contrat direct. Donc là aussi, Amélie, dis-nous en plus. Alors, les cas les plus fréquents, ça va rester les grands comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on a la main sur son écosystème et plus on choisit les briques de façon individuelle, plus on doit maîtriser l'ensemble et les interactions entre ces différentes briques. Donc, plus on est autonome sur ces contrats, plus on a besoin d'avoir de l'expertise en interne sur la partie travel and expense. Ce qui fait que c'est une expertise qui est compliquée à acquérir par rapport parfois à d'autres domaines, qui nécessite du coup d'avoir un minimum d'équipe qui va être impliquée en interne sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est coûteux. Et donc les entreprises vont faire vont mettre dans la balance le coût d'avoir cette expertise en interne versus le coût de déléguer ce service et cette optimisation à un tiers, éditeur ou agence de voyage. Donc le cas le plus fréquent, forcément, c'est plus on a du volume sur les dépenses, plus on a les moyens et plus c'est pertinent d'avoir cette expertise en interne et plus on voit des contrats directs, principalement dans les grands groupes. Le cas qu'on voit aussi, c'est que plus l'entreprise veut couvrir un process global, donc incluant aussi du suivi de facturation agence ou de la note de frais, plus en fait elle doit être maître de son écosystème puisque tout n'est pas forcément proposé par l'agence de voyage. Ce qui nous emmène justement au deuxième point sur ce contrat, ce sont les avantages pour ce type de contrat. Donc on va déjà apporter un certain nombre d'éléments de réponse, mais on peut rentrer un peu plus dans le détail. Alors l'entreprise a la main pour aller déjà driver chaque prestataire individuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, je m'adresse à l'agence qui elle-même doit s'adresser à l'éditeur, et plus il y a d'étapes, potentiellement plus il va y avoir de couacs. Il y a une certaine forme, souvent les sociétés qui choisissent un contrat direct veulent une forme d'indépendance vis-à-vis de l'agence de voyage. C'est-à-dire qu'ils se disent, finalement, je vais être maître de mon paramétrage parce que c'est ce qui va induire un choix pour 80 ou 90% des dépenses que vont faire les collaborateurs. Donc je veux savoir exactement qu'est-ce qu'il y a exactement qui va pousser l'utilisateur vers ces choix-là. Donc il y a souvent un besoin de prise d'autonomie par rapport à ces aspects-là. Et puis la possibilité de négocier dans les contrats des effets volume, mais là on parle vraiment de grands comptes, ce n'est pas du tout un cas généralisé. Mais les points les plus fréquents sont ceux-là, ou alors des sociétés qui ont tenté en GRA, voilà, mais qui du coup ont voulu avoir un accès direct à l'éditeur, parce que finalement la techno devenait un élément plus important que la prestation agence dans certains cas de figure. D'accord, mais c'est une approche finalement très achat. Dans les achats, on vous apprend à découper finalement entre les différentes sources de valeur et de négocier chacune d'entre elles. Donc je pense que c'est vraiment les très gros groupes qui ont des organisations achats importantes, qui veulent vraiment réaliser en fait du gain achat sur tous les points. À ce moment-là, je dirais, il y a une balance entre la complexité que ça impose, parce qu'il y a beaucoup de contrats à gérer, versus le gain possible, parce que sur chaque contrat, vu qu'on est gros, on réalise quand même des volumes importants, et donc ça peut valoir le coup. Donc pour résumer, aujourd'hui, le contrat direct s'adresse aux grosses sociétés, pour faire simple, aux entreprises qui sont déjà bien structurées, qui souhaitent avoir une certaine, indépendance vis-à-vis de l'agence, et qui sont surtout à même de gérer en fait ce contrat et d'être indépendant vis-à-vis de cette contrat. Ouais, et avec, je dirais, cet esprit achat entre guillemets un peu old school, de vouloir absolument découper en tranches le dossier. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais Amélie là va rentrer dans le détail pour le GRA. Alors GRA, ça va être... alors inversement, on voit aussi le côté old school achat, en fait, aussi dans la GRA, dans le sens où l'acheteur va se dire, je veux optimiser mon contrat, apporter un service, mais je n'ai pas la possibilité en temps ou ni en compétences pour gérer l'opérationnel. Et donc du coup, si c'est l'agence de voyage qui a la main sur l'outil, je n'aurai pas besoin de me préoccuper de cet aspect outil où je ne me sens pas concernée en fait. Donc on voit plutôt ça sur des entreprises, alors soit de taille plus petite, qui du coup se disent, moi en fait mon référent et mon expert, c'est l'agence. Historiquement, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, donc il se repose beaucoup sur l'agence pour l'expertise, ou pas les moyens de le développer en interne. Et puis des sujets qui sont généralement uniquement travel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une renégo du contrat, l'agence a dit, moi je peux proposer un service supplémentaire, vous pourriez avoir du online, l'outil a été embarqué dans le dispositif, mais ce n'est pas quelque chose qui est vu comme un projet transverse dans l'entreprise, souvent.
Alors justement, on le verra tout à l'heure, mais là, Amélie nous emmène un peu sur la partie expense, mais là-dessus aussi, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail. Mais avant d'aller sur cette partie-là, quels sont les avantages que tu vois? Alors l'avantage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est un domaine où l'expertise, elle est clé. Et donc si on n'a pas la capacité à le maintenir de façon correcte en interne, vaut mieux l'externaliser à l'agence plutôt que d'essayer de le faire soi-même et de ne pas réussir à le faire, de ne pas avoir les moyens. Voilà, c'est vraiment le schéma le plus pertinent et quand même de déléguer. Par contre, en mettant les bons garde-fous. C'est-à-dire que ce n'est pas donner les clés à l'agence, c'est donner les clés à l'agence avec ce qu'il faut pour monitorer que l'agence fait le nécessaire dans l'intérêt du client. D'où l'intérêt de cette collaboration agence et client, on n'est agence pas un et... même type de relationnel quand on a des contrats directs ou quand on a un contrat en GRA avec l'agence de voyage. Voilà, la gestion du partenariat n'est pas la même. Et puis un seul contrat. Alors en interne, certains vont voir ça d'un point de vue politique comme un avantage aussi. Quand l'outil est porté par l'agence, il peut être un stand-alone, pas besoin de faire intervenir quelconque département en fait dans le système. On a même des comptes assez conséquents qui ont de la GRA avec aucune automatisation ou lien avec leur système interne. Donc ça veut dire que les achats peuvent très bien implémenter du coup une agence et un outil en GRA sans faire intervenir qui que ce soit d'autre dans l'entreprise. Donc, dans certains cas de figure, ça peut être vu comme un avantage. Et généralement, c'est aussi un contrat qui est moins coûteux, je dirais. Oui, parce que la plupart du temps, l'agence va essayer de standardiser au maximum pour maintenir une compétence au niveau. Et donc, du coup, le cas le plus fréquent, c'est qu'il n'y a quand même pas les mêmes possibilités de paramétrage quand c'est géré via l'agence que quand c'est direct par l'éditeur. Voilà. Alors, là, pour résumer le GRA, je dirais que ce contrat s'adresse à des sociétés plus modestes. On est d'accord sur ce point. Mais aussi les sociétés qui veulent limiter leurs coûts. Et enfin, qui acceptent de travailler avec une configuration beaucoup plus standardisée. Là-dessus, je pense que c'est vers ces sociétés que le GRA s'adresse. Alors, maintenant qu'on a vu les deux premiers contrats, on va un peu laisser se reposer Amélie et faire intervenir nos amis côté A&D, qui vont nous présenter du coup ce nouveau type de contrat et se présenter également. Tout à fait. Donc on a vu la partie, je dirais, très achat-oriented avec ces contrats directs où on saucissonne. Le contrat GRA, on commence déjà à avoir une consolidation de l'offre, mais on sait encore que l'agence c'est un tel, que le produit qui est proposé c'est un autre, et que tout ça, bien sûr, est supporté par un seul contrat, mais il y a encore une distinction finalement entre tout ça. Et nous, on arrive avec l'idée de dire finalement, dans le monde actuel, on est tous en train d'utiliser des apps dans tous les sens. Finalement, ce qui va nous amener à utiliser une solution, c'est vraiment son interface. La facilité avec laquelle on va pouvoir interagir, le fait qu'on n'a pas besoin de formation du tout pour l'utiliser. Et on part du principe que c'est la chose la plus importante et qu'en fait tout le reste de l'organisation derrière doit en fait répondre à cette facilité d'utilisation de l'app. Et donc on met en place effectivement cette offre qu'on appelle le one-stop shop, où finalement l'utilisateur et l'entreprise va trouver une solution qui a une cohérence, qui part d'abord du besoin utilisateur, lui amener une solution qui a du sens pour lui, qui est facile à utiliser, et tous les processus, tous les développements qui sont faits, je dirais, en background, sont tous avec un seul but, rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Et vu que c'est la même entreprise derrière qui fait le développement, qui gère le offline, qui gère les problématiques techniques ou autres, ou la finance, eh ben, on est forcé, nous en interne, de vraiment rendre le système le plus lean possible pour que derrière, au niveau du rendu utilisateur, ça soit le plus simple possible. Très bien. Alors, tout ça étant dit, on a une impression de simplification poussée au maximum côté Raidu. On a également un service qui est là plus orienté vers le client. Tous ces éléments, qu'est-ce qui vous différencie vis-à-vis en plus de ces éléments, qu'est-ce qui va différencier Raidu? Alors là-dessus, il y a une spécificité quelque part où on va mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. On a des générations
de jeunes quelque part, jeunes collègues qui nous rejoignent, ou même ceux qui ont pris l'habitude quelque part d'utiliser Internet, on a tous pris l'habitude d'utiliser des outils pour nos loisirs, etc., avec une facilité d'usage, avec une interface utilisateur qui est agréable, qui nous donne envie quelque part de les utiliser, et on vient reproduire quelque part ces codes-là, cette facilité-là, cette user experience dans l'outil, dans Raido, puisque Pierre pourra vous en parler mieux que moi, il y a des outils d'agences de voyage qui n'ont pas évolué depuis plus de 30 ans. Donc là-dessus, on se retrouve face à des populations qui ne veulent pas utiliser ces outils-là, on se retrouve face à du leakage, c'est-à-dire de la fuite par rapport aux outils qui ont été implémentés avec l'open booking, donc un manque de visibilité, et aussi cette responsabilité liée à l'employeur, de savoir où sont ces voyageurs, etc. Donc on vient quelque part répondre à l'ensemble de ces évolutions-là en mettant à disposition un outil clé en main, d'une part, mais qu'on prendra plaisir à utiliser. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les autres solutions en place, elles sont arrivées avant Facebook, avant Uber, avant toutes ces solutions qui ont un peu disrupté le monde des services et des solutions. Nous, on arrive après. C'est-à-dire on est déjà, entre guillemets, inspiré par tout ça. Et Raido, ça a été dès le départ une solution, je parle toujours d'une app, parce que ça a été dès le départ une solution mobile. On a tout de suite pensé à la possibilité d'utiliser le téléphone comme une des principales interfaces avec notre solution. Donc c'est l'idée effectivement que ça soit la gestion des expenses, mais aussi pouvoir consulter son voucher à tout moment, pouvoir commencer finalement peut-être une réservation parce qu'on a le temps au bureau, on a un rendez-vous qui arrive, on ferme son PC, on prend son téléphone et on peut la finaliser. Je dirais toute cette partie-là a été pensée dès le départ comme un seul outil, et je pense que ça fait un peu une différence par rapport à des solutions concurrentes qui sont plus anciennes, qui s'adaptent bien sûr, mais qui ne sont pas nées directement dans cette période. Alors, ça me permet justement d'avoir une excellente transition sur les avantages de la solution Raido par rapport aux deux précédents types de contrats qu'on a vus. Alors, bien entendu, on en voit, hein, j'ai pu comprendre que la solution présente un coût beaucoup plus faible que ses concurrents, enfin, si on peut parler de concurrence ici. On en a d'autres, je vous laisse les présenter. Alors, on a parlé quelque part de l'avantage pour les utilisateurs, il y a aussi l'avantage pour les financiers ou pour la gestion quelque part des voyages, qui est une transparence dans la gestion quelque part du contrat. On est en mesure de contractualiser avec en donnant une prédictibilité de ce que va coûter l'agence de voyage en général. C'est-à-dire qu'on a complètement calqué le modèle du SaaS en termes logiciels, c'est-à-dire un abonnement par nombre d'utilisateurs actifs. On l'a complètement appliqué au monde du voyage, donc on révolutionne aussi le modèle économique lié à ça. C'est-à-dire que c'est des budgets, des facturations par utilisateur et non plus par dossier voyage, par note de frais, par... Exactement. Là où des modèles, par exemple, d'agences de voyage n'ont non plus pas évolué depuis quelques décennies, avec une facturation, par exemple, au ticket émis à la transaction, Raido vient complètement simplifier ce modèle-là. Donc il y a des frais d'implémentation du logiciel pour adapter le fonctionnement à vos usages et à la travel policy. Et il y a un abonnement quelque part de quelques euros par moyenne d'utilisateurs. C'est-à-dire que même si ce ne sont pas les mêmes voyageurs, c'est vraiment cette moyenne constatée sur l'année qui viendra quelque part déterminer le nombre d'abonnements. Donc plus facile de projeter des budgets dans des groupes où il y a des rachats, des changements de société, etc. Exactement. Je pense vraiment ce qui peut caractériser, c'est un peu deux mots, c'est simplicité, responsabilité. Simplicité parce qu'on va être simple dans le budget, on va être simple, la solution elle est vraiment faite pour être facile à utiliser, facile à déployer, et responsabilité parce que derrière on assume tout. C'est notre solution. S'il y a un problème, on n'est pas en train de se retourner vers un prestataire X, Y ou Z. On assume, on a des call centers qui sont prêts à supporter des voyageurs qui ont un souci, une annulation ou quoi que ce soit. S'il y a un problème technique, on est en mesure de tracer, je dirais, toute la chaîne logique et de comprendre où ça a péché et de faire les améliorations nécessaires. Je rebondis sur un truc que tu disais sur la partie achat, sur le fait que c'était des modèles très orientés achat, les modèles précédents, et que là c'est plus utilisateur. J'y vois quand même une continuité pour les achats, parce qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup d'acheteurs qui vont dire
j'ai négocié des contrats, justement, j'ai négocié des contrats, j'ai mis en place des outils, des solutions, et en fait, les gens ne sont jamais contents. Je passe beaucoup de temps à faire de l'opérationnel. On me demande de faire des économies supplémentaires, mais où? C'est-à-dire que dans les leviers purement achat, tout a déjà été en fait souvent testé, fait, etc. Et donc du coup, notre conviction côté Axis, c'est que l'étape d'après, c'est de pouvoir accéder à la personne qui va engager concrètement l'achat. Et c'est l'utilisateur. Et cet utilisateur, si on ne lui offre pas aujourd'hui un process et une façon de réserver qui est fluide, on n'arrive pas en fait à communiquer avec lui facilement. Parce que c'est souvent via l'app, etc., qu'on va pouvoir l'orienter vers ce qu'on souhaite, etc. Et donc, si une expérience d'utilisation n'est pas fluide, il va y avoir du leakage, il va y avoir du mécontentement, etc. Donc c'est clé d'avoir cet utilisateur satisfait. Et là, on peut aller beaucoup plus loin, du coup, dans ce qu'on va lui demander comme information, dans ce qu'on va lui demander dans son comportement, parce qu'il y a du service qui est apporté de l'autre côté. Et les études qu'on a menées rejoignent ce constat-là, c'est-à-dire que le fait dans Raidu, on gère l'expense et le travel, c'est-à-dire qu'on sait quelque part quantifier le coût d'un déplacement total. Et on donne ces informations-là au voyageur en temps réel. C'est-à-dire qu'il a un tableau de bord lorsqu'il se connecte, en dessous de bonjour, bienvenue, etc. Il y a un tableau de bord où il peut suivre le coût par projet, le coût par mois, par trimestre. Et le fait d'accéder à l'information permet de baisser ce coût-là de 3-4%. Donc là, c'est déjà un ROI direct quelque part sur l'utilisation d'une solution intégrée. Et le fait d'avoir quelque part l'ensemble de ces informations que l'on met à disposition. Donc c'est une manière un peu soft d'aussi driver ou d'aussi d'accompagner ces économies. Ouais, on responsabilise le voyageur. Et effectivement, j'ai eu la chance de faire aussi un moment travel manager ou buyer ou catégorie manager travel dans des grands groupes français. Et c'est vrai qu'une fois que le contrat est signé, c'est juste le début. Ensuite, il faut le mettre en œuvre. Et l'idée de Raidu, c'est que le produit est tellement simple de déploiement et on atteint des taux d'utilisation qui sont tout de suite très élevés. Et derrière, grâce à la solution Expense, on peut contrôler ça, vérifier est-ce qu'on a encore des dépenses qui arrivent et qui n'ont pas été bookées dès le départ dans la solution. Et derrière, ça va permettre vraiment un pilotage d'achat important, plus la responsabilisation des utilisateurs qui, eux, à un moment, se rendent compte, ah oui, là, j'ai dépensé un peu plus, je suis plutôt en croissance. Il peut prendre des décisions pour aussi changer son propre comportement. Et justement, on parle là beaucoup de dépenses en termes d'intégration, puisque là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup fait un focus sur la partie travel. Je sais que là, forcément, vous avez intégré, tu l'as dit, la partie expense également. Donc, comment cette intégration se fait? Et j'ai l'impression qu'elle se fait très simplement au travers de ça se fait de manière complètement naturelle, c'est-à-dire que nous, notre vision des choses, c'est que le travel est quelque part une continuité de la partie expense et vice-versa. C'est-à-dire que c'est vraiment un seul processus. Lorsque je voyage, je suis amené à aller au restaurant, à payer un taxi, etc. Et donc là-dessus, il faut que ça soit immédiat. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est de complètement tuer la note de frais. C'est-à-dire que ce fonctionnement-là de revenir après un déplacement, s'asseoir 3 heures pour passer note de frais, c'est aussi quelque chose qui devrait appartenir au passé. Donc le fait de le faire au fil de l'eau permet de gagner du temps d'une part, ça permet de donner de la visibilité, et ça permet de mettre une politique de voyage qui est extrêmement fine, c'est-à-dire que chaque ligne de dépense peut avoir sa propre alerte, peut avoir sa propre remarque, et de pouvoir aussi quelque part accompagner le changement, puisque chaque voyageur sait pourquoi quelque part une dépense ne va pas. Et uniquement cette dépense-là sera peut-être rejetée, ou il aura une remarque là-dessus, là où une note de frais est complètement rejetée, ou complètement acceptée. Donc on vient aussi quelque part répondre à ces irritants liés à ces fonctionnements-là d'une part, et d'autre part, lorsqu'on réserve un voyage sur Raidu, donc on a des analytics, c'est-à-dire qu'on va donner un nom à ce voyage-là, automatiquement, on sait que vous allez par exemple du 9 au 14 octobre par exemple à Marseille. Toutes les dépenses qui auront lieu durant cette période-là seront automatiquement affectées à ce voyage-là. Donc vous avez un dossier voyage où vous avez vos billets d'avion, votre train, votre location de voiture et d'hôtel. Et en dessous, vous avez l'ensemble des frais que vous avez pu prendre avec votre application à travers l'OCR, la lecture optique des caractères. Vous n'avez plus à saisir. C'est cette technologie-là qui lit le ticket et qui permet de ressortir les informations. Donc vous avez le coût total d'un voyage.
Et ça vous permet du coup plus facilement, si vous refacturez par exemple les frais de voyage à vos clients, je pense au monde du conseil avec lesquels on travaille beaucoup, ils ont pu gagner des centaines de jours hommes en termes de refacturation, parce que la donnée du coup est très transparente et ça permet de sortir du reporting ultra précis. Et justement, par rapport à l'intégration des différents outils, comment Railu se positionne? Alors là-dessus, on a tout un écosystème, que ce soit en données entrantes par exemple, on est intégré avec les VTC par exemple, avec Uber ou Captain. Lorsque vous faites une course dans votre compte professionnel, on a directement ces informations qui viennent alimenter la partie expense. Même chose avec les cartes de paiement par exemple. Vous avez une réconciliation qui est extrêmement facilitée puisque les paiements viennent aussi alimenter une partie transaction. Donc vous savez automatiquement si la dépense par carte a été justifiée. Donc il y a le ticket qui vient matcher avec la dépense. Et en sortant, on s'intègre aussi avec les ERP quelque part, avec les solutions comptables pour directement envoyer les informations et permettre le remboursement. Et un dernier point sur la notion du one-stop shop et pour croiser sur les paiements. Nous, le one-stop shop, c'est la techno, l'interface, l'expense, mais aussi la brique paiement. C'est-à-dire toute la partie, en fait, ce qu'on appelle le big back, où on va prendre en charge, en fait, l'intégralité des dépenses, on va dire, réservables. Donc ça veut dire le véhicule, l'hôtel, l'aérien et le rail, et on va refacturer ça de façon consolidée au client, ce qui fait que le voyageur, quelque part, il n'a plus que les à côté à dépenser avec sa carte. Et du coup, là, si je devais vous laisser le résumé, alors je ne vais pas dire l'offre Railu, mais vers qui vous allez vous orienter ou qui va s'adresser à Railu plutôt? Alors, je pense qu'on va s'adresser bien sûr à des entreprises qui sont dans une volonté un peu de transformation digitale et d'amener des solutions vers leurs utilisateurs. On n'est pas une solution historique qui a 40 ans d'âge, qui est sûre avec un tampon et autres, et vous savez que ça a toujours été là depuis 50 ans. On est une solution nouvelle, innovante, tournée vers l'utilisateur. Et on pense que, donc on ne veut surtout pas aller dans un esprit de dire c'est que les petits ou que les gros. On pense que c'est vraiment adapté à tout type d'entreprise. D'ailleurs, nos clients sont de toute taille. Par contre, effectivement, c'est plutôt des entreprises qui vont être prêtes un peu à challenger leur organisation interne, à challenger la façon dont elles ont toujours réservé ou géré leur expense pour aller vers des solutions plus innovantes et amener et mettre, je dirais, vraiment de plus en plus leurs employés, leurs utilisateurs au centre du choix de solutions. Alors, ce qui m'amène justement aux différentes questions qu'on va se poser. Le type d'entreprise dans laquelle je suis, le type de voyageur. Donc, aujourd'hui, comment vous vous positionnez vis-à-vis de toutes ces questions? C'est ce que tu disais précédemment, ça va dépendre en fait des enjeux du client. Exactement. Et quel que soit le type de contrat d'ailleurs, hein, que ce soit du one-stop shop ou les autres, ce qui est important dans tous les choix, c'est de bien se connaître soi-même pour aller vers le modèle en fait qui, à moyen terme, va correspondre le plus à l'entreprise. Une entreprise qui a beaucoup de spécifiques, qui aura du mal à rentrer dans du standard, le one-stop shop, ça va peut-être être un petit peu trop innovant et un peu trop rapide pour elle. Et puis pareil, on revient à ce que je disais tout à l'heure, le niveau d'expertise qu'il peut y avoir en interne va aussi orienter. Dans le cas du one-stop shop, vous êtes en charge en responsabilité de toute la fluidité du process. Donc du coup, ça nécessite aussi moins d'expertise en interne chez le client. Et puis l'importance de connaître ses voyageurs. Au-delà même de ce que l'entreprise veut comme transformation, il y a où se situent aujourd'hui les voyageurs en termes de profil et jusqu'où l'entreprise est prête à mettre de l'énergie aussi pour les faire changer. Ça, c'est aussi un élément qui est important dans le choix du modèle. Donc, au-delà quelque part de la notion de taille pour segmenter nos clients, on est vraiment sur une notion de mindset. C'est-à-dire c'est une démarche quelque part, soit le client veut être innovant et pouvoir apporter une solution qui a fait ses preuves, parce que la fusion des deux entreprises qui constituent Railu existe depuis plus de 7 ans. On a des grands comptes quelque part qui utilisent la solution, mais on a aussi des startups qui viennent de lever par exemple quelques dizaines de millions, qui savent qu'ils vont croître extrêmement rapidement, et il leur faut une solution qui est utilisable immédiatement par leurs voyageurs, parce qu'elle a ces codes-là de facilité d'usage,
et qui va faire qu'il n'y a pas besoin de formation pour commencer à utiliser Raidu. Et un dernier point aussi, je pense, dans les questions à se poser, c'est quelle est aujourd'hui et quelle est la cible en termes de partenariat avec l'agence de voyage. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agence de voyage est vraiment l'élément clé, parce qu'il y a des sociétés où c'est le cas, où c'est l'expertise, elle est vraiment côté TMC et c'est le partenaire principal, ou est-ce que la cible, c'est d'avoir plutôt la techno en premier et non pas l'agence qui doit être derrière. Et ça, il n'y a que l'entreprise en fait qui peut déterminer quel va être le modèle adapté en fonction de ces cas. Alors du coup, moi ça m'amène à vous poser un certain nombre de questions en termes de limites. Aujourd'hui, face à une offre qui est quand même très standardisée, comment vous répondez à cela? Comment vous rassurez, je dirais, vos clients? Alors, ce que je disais toujours, j'aime bien prendre quelquefois la comparaison par rapport à l'iPhone, à l'univers d'Apple. Finalement, c'est un univers qu'on dit toujours extrêmement fermé. Il n'empêche qu'il y a quand même quasiment 1 milliard de personnes qui ont un iPhone et qui sont tous extrêmement satisfaits et qui font énormément de choses avec. Et je pense que c'est un peu la même chose avec Raidu, c'est notre environnement, mais on a bien sûr mis derrière énormément de possibilités de paramétrage qui font déjà qu'on peut vraiment paramétrer, je dirais, quasiment toutes les politiques voyage du monde. On est capable de mixer énormément en fait, de dimensions différentes pour vraiment créer des politiques conditionnelles avec des règles de sécurité de type sur type de destination ou autre. C'est vraiment très très large. Simplement, on reste effectivement dans une solution unique qui va évoluer surtout en fonction des demandes des utilisateurs. C'est-à-dire on a en continu des retours qui nous viennent et on fait des sprints et toutes les semaines on va livrer des petites améliorations petit à petit pour faire que le produit soit de plus en plus user-friendly et répondre le mieux possible aux besoins des utilisateurs. Donc le produit il ne s'arrête pas, il évolue toutes les semaines et en plus il permet déjà intrinsèquement un niveau de paramétrage très élevé. Alors, avant de conclure, je me demande quand même quel avenir, comment vous voyez l'avenir pour Raidu? C'est-à-dire en termes de contrat, aujourd'hui, est-ce que toutes les sociétés vont passer sur un contrat proposé par Raidu? Je le souhaite. Ou alors, il y aura quand même une place pour chacun des types de contrats? Alors, en termes quelque part de potentiel, il y a 86% des entreprises en France qui n'ont pas de solution de réservation, par exemple. Donc il y a tous ces, quelque part... C'est place pour Raidu, c'est ça? Il y a quelque part, il y a de la place pour Raidu, il y a des places d'amélioration, quelque part, du fonctionnement pour toutes ces entreprises-là, pas de visibilité, qui n'ont pas encore dématérialisé leurs dépenses, par exemple. Et puis au niveau mondial, Raidu fait partie d'un seul éditeur qui permet la conformité locale sur plus d'une trentaine de pays. C'est-à-dire que les législations sont différentes dans chaque pays. Les différentes au Brésil, technologiquement, par exemple, dans ce qui est demandé par les autorités fiscales, là où l'Espagne ou la France sont assez similaires dans ce qu'elles demandent. Donc là-dessus, Raidu, à travers son expertise, a pu répondre à ces différentes spécifications. Et les entreprises qui ont des filiales un peu partout dans le monde chercheront aussi à avoir du one-stop shop, mais au niveau, quelque part, de leur couverture géographique. Alors, oui, peut-être. Non, c'est tout. Bon, très bien. Alors, je vais laisser peut-être Pierre et Gad nous donner le mot de la fin, et puis remercier nos éditeurs. Non, mais on peut utiliser peut-être un peu un autre slogan, changer votre façon de travailler, change the way you work. Et nous, on est là pour livrer de la simplicité, livrer de la facilité d'utilisation et, je dirais, sauver du temps à nos utilisateurs pour qu'ils puissent en passer plus peut-être avec leur famille plutôt que de faire des notes de frais le soir en rentrant d'un déplacement. Je pense que beaucoup de voyageurs vont vous remercier. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui nous ont écoutés sur ce webinaire. J'espère qu'on vous aura aidé à mieux choisir le type de contrat qui vous convient le mieux. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.